Je vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la fibromyalgie. Je vais aussi vous présenter le résultat de nouvelles études scientifiques et je vais aussi vous faire des propositions d'exercices, vous donner des conseils et on commence dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à l'avoir déjà fait et ça me fait vraiment chaud au cœur. Maintenant, la fibromyalgie. Cette vidéo aussi n'a pas pour objectif d'entrer dans les détails de la fibromyalgie en tant que telle. On sait que c'est un syndrome qui entraîne notamment des douleurs chroniques, des douleurs souvent invalidantes, des douleurs aussi qui sont situées à plusieurs endroits dans le corps. Ce syndrome est souvent accompagné aussi de perturbations du sommeil, perturbations des activités quotidiennes. Parfois, certains aspects de la santé mentale peuvent être aussi touchés, notamment des signes de dépression. Et, chose vraiment importante, il existe plusieurs types de fibromyalgie. Alors, tous les cas de fibromyalgie ne sont pas identiques, alors ce que je vais vous donner aujourd'hui comme information, il est absolument indispensable que vous l'adaptiez à votre propre condition. Le premier aspect que je souhaitais aborder avec vous, c'est le phénomène de la sensibilisation centrale. Je vous ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Ce que c'est en résumé, c'est le cerveau qui surréagit à la douleur, qui entraîne des phénomènes d'amplification de la douleur, c'est-à-dire que pour un même stimulus, vous allez percevoir beaucoup plus de douleur qu'en l'absence de sensibilisation centrale et même certains stimulus qui ne devraient pas causer de la douleur, pourrait aussi causer de la douleur. Alors, le phénomène d'amplification peut s'avérer, peut se présenter de différentes façons, tant dans l'intensité, mais aussi dans la durée et dans le type de stimulus qui déclenche de la douleur. Alors, cette étude nous démontre qu'environ le tiers des personnes atteintes de fibromyalgie seraient touchées aussi par des phénomènes de sensibilisation centrale. Alors, il faut en tenir compte. On apprend aussi dans cette étude qu'il n'y a pas de lien entre le sous-groupe qui est davantage concerné par la sensibilisation centrale et les phénomènes psychologiques, par exemple, ou les signes psychologiques de la maladie, comme des troubles anxieux ou des signes de dépression. Alors, les personnes qui souffrent de fibromyalgie, qui sont atteintes aussi de phénomènes, chez qui, en fait, on voit des phénomènes de sensibilisation centrale, elles ne seraient pas plus à risque de troubles psychologiques comme de signes de dépression ou d'anxiété, par exemple. Je parle au conditionnel parce qu'il s'agit d'une étude, mais quand même qui apporte un éclairage nouveau sur les phénomènes de sensibilisation centrale. Et on n'a pas fait de lien non plus avec la durée de la maladie ni l'âge. Alors, on semble vraiment voir clairement un sous-groupe qui est concerné par la sensibilisation centrale dans une population atteinte de la fibromyalgie. Et moi, je vous invite tout simplement à en parler à votre professionnel de la santé. Il existe en fait des outils pour mesurer la sensibilisation centrale. Alors, je vous invite à en parler à votre professionnel de la santé et de choisir des pistes de traitement qui permettent de déjouer en quelque sorte la sensibilisation centrale. Je vous donne un exemple. Si vous faites de l'exercice ou si vous suivez un programme d'exercice, il est absolument essentiel d'augmenter les niveaux de difficulté, la vitesse des mouvements, la durée des séances du programme d'exercice vraiment graduellement, puisqu'on peut croire que votre cerveau, dans un contexte de sensibilisation centrale, surréagit à la douleur en augmentant très progressivement chacun des paramètres des exercices. On arrivera peut-être mieux à déjouer ce phénomène d'amplification de la douleur. Un autre aspect de la fibromyalgie que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est la fibromyalgie chez les enfants. C'est un sujet presque tabou, c'est un problème de santé qui est sous-diagnostiqué, particulièrement chez les enfants de moins de 10 ans. La fibromyalgie juvénile est beaucoup plus fréquente chez les jeunes filles et le début des symptômes serait entre 11 et 14 ans, en se souvenant que les enfants de moins de 10 ans dans cette population-là, souvent on sous-diagnostique la fibromyalgie et il est vraiment indispensable de consulter un professionnel de la santé qui a une expertise en fibromyalgie pour s'assurer que c'est bien ça le problème et que ce n'est pas un autre problème. Par exemple, s'il y a des maux de tête, la douleur articulaire,
particulière. On veut vraiment s'assurer que c'est la fibromyalgie et que ce ne soit pas un autre problème de santé. Et une des raisons pour lesquelles il est absolument indispensable d'intervenir le plus rapidement possible, c'est qu'on veut prévenir la kinésiophobie, cette peur du mouvement qui se développe dans un contexte de douleur chronique. Et il y a d'autres aspects aussi qu'on veut prévenir. Et c'est toujours plus simple d'intervenir rapidement que de se rendre compte 5-10 ans plus tard qu'il s'agissait bel et bien de fibromyalgie et qu'il y a plein de mécanismes qui se sont installés. Alors, c'est important de toujours garder ça en tête que la fibromyalgie peut concerner aussi les enfants. La rééducation fonctionnelle ou la réadaptation fonctionnelle, c'est un outil très précieux pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de fibromyalgie. Et il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question. En fait, ces chercheurs ont suivi environ une quarantaine de femmes durant 9 ans. Alors, il s'agit d'un petit groupe de personnes qui étaient à l'étude. Alors, il faut vraiment faire attention de ne pas généraliser les résultats, mais on doit s'en inspirer et peut-être que les résultats vous seront utiles à vous. Alors, on a suivi ce groupe de femmes pendant 9 ans qui suivait en fait un programme d'exercice de rééducation fonctionnelle. En quoi ça consiste? Il s'agit d'exercices ou d'activités qui s'inspirent des mouvements que vous faites dans la vie de tous les jours. Par exemple, monter les escaliers, transporter un objet, s'asseoir et se relever, marcher. Et alors, il y a comme ça beaucoup de mouvements qu'on fait dans la vie de tous les jours, des mouvements fonctionnels qui peuvent être intégrés à un programme d'exercice de rééducation fonctionnelle. Et je vais vous donner les paramètres du programme d'exercice et vous pourrez, comme je vous le disais, vous en inspirer peut-être pour vous construire un programme d'exercice ou peut-être en parler aux professionnels de la santé qui vous traitent. Je vous donne les paramètres du programme d'exercice de rééducation fonctionnelle utilisé par les chercheurs. D'abord, le programme d'exercice était fait 3 jours semaine, des jours non consécutifs, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une journée de repos entre 2 journées d'exercice. La durée du programme variait entre 35 et 60 minutes, qui incluait la période d'échauffement et la période de récupération. Il y avait plusieurs types d'exercices. Certains étaient faits dans l'eau, en piscine, certains hors de l'eau. Alors, à vous de choisir les exercices, qui vous plaisent davantage, et tout le monde n'a pas accès non plus à une piscine pour faire les exercices. Le nombre de répétitions, là aussi, pouvait varier et il était important de bien les adapter à chaque cas, à chaque condition physique. Il s'agissait de faire environ 1 à 3 séries et chaque série comptait environ de 8 à 10 mouvements. Et on répétait tout ça en fait, on le faisait au moins une fois et on répétait jusqu'à 3 fois en prenant plusieurs secondes de repos entre chaque série. En ce qui concerne le type d'exercice, les exercices variaient vraiment beaucoup. Ce qui était principalement utilisé, c'était la marche vers l'avant, la marche à reculons, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, la marche sur le côté aussi. Il y avait des jeux de ballon, il y avait aussi des soulèvements, en quelque sorte, d'objets relativement lourds ou moins lourds, selon la condition de la personne, comme je vous le disais, s'asseoir et se relever d'une chaise, monter les escaliers, descendre les escaliers. Il y avait aussi d'autres exercices qui étaient fonctionnels et qui permettaient à la personne de préserver ses capacités physiques, voire d'augmenter aussi sa tolérance à l'activité physique avant de ressentir de la douleur. Et ce qui est bien important, tous ces paramètres-là étaient adaptés à chaque personne. La conclusion des chercheurs était encourageante, en fait, de réaliser ce programme d'exercice de rééducation fonctionnelle à long terme. Le suivi s'est fait durant 9 ans. Les chercheurs remarquaient que les personnes qui faisaient le programme d'exercice avaient une meilleure qualité de vie, avaient aussi une intensité de douleur qui était moindre en comparaison avec le groupe qui ne faisait pas le programme d'exercice. Et il y avait aussi d'autres avantages à faire un programme d'exercice de rééducation fonctionnelle. Parfois, on a tendance, en présence de fibromyalgie, nous les professionnels de la santé, à analyser la douleur. Par exemple, l'intensité de la douleur et d'y aller à court terme. C'est important de prendre un pas de recul et de vraiment mesurer les avantages d'un programme d'exercice à moyen et à long terme pour pouvoir déterminer si ça vaut la peine. Parce que oui, on souhaite avoir un soulagement à court terme, tout le monde le souhaite et on travaille aussi très fort pour y arriver, mais on doit aussi penser à des interventions à moyen terme, à long terme, et un programme de rééducation fonctionnelle semble vraiment efficace. J'espère que ma vidéo vous a été utile, j'espère que les conseils étaient clairs, précis. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Je vous invite
invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez avoir beaucoup d'informations aussi sur la fibromyalgie et sur les douleurs chroniques. Vous allez aussi trouver d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles notamment au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde, notamment en France. Vous allez trouver mes livres là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.